Bonjour Claudia Sénic. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne et à l'école d'économie de Paris. Vous êtes reconnue comme l'une des spécialistes mondiales de ce thème, l'économie du bonheur. Vous avez d'ailleurs consacré un livre intitulé L'économie du bonheur, publié aux éditions Seuil. Et je vous reçois aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre Xerfi Canal et le Printemps de l'économie, pour lequel vous participez à la table ronde intitulée Quel lien entre richesse et qualité de vie? Alors, première question, très simplement, est-ce qu'on peut vraiment faire un lien entre croissance, richesse et bien-être? Autrement dit, est-ce que la croissance rend heureux? Oui, en fait, on peut Oui. faire un lien entre la richesse et le bien-être, à la fois en niveau et en variation, c'est-à-dire que les habitants des pays riches sont plus heureux que les habitants des pays pauvres. Au sein d'un pays, le revenu joue un grand rôle et la croissance joue un rôle dans le bien-être, pas seulement parce que ça augmente le niveau de richesse, mais parce que la perspective de la croissance en elle-même est un facteur de bien-être. Le fait d'anticiper quelque chose qui va en s'améliorant. Alors, on va revenir sur les différents moyens de mesurer le bonheur, mais avant, je voudrais qu'on parle de cet indicateur qui est le PIB. Aujourd'hui, ça reste vraiment la boussole. Pourquoi est-ce que cette mesure du bonheur n'est pas devenue la boussole, n'a pas fait bouger du PIB, ne l'a pas fait tomber de son piédestal? Je pense par exemple au rapport Stiglitz qui avait été remis à Nicolas Sarkozy en 2009. Rien n'a bougé depuis. Il y a des choses qui ont bougé. Par exemple, la Grande-Bretagne a décidé de mesurer le bien-être subjectif des citoyens tous les ans à l'aide de 5 questions sur leur satisfaction dans la vie, est-ce qu'ils trouvent que leur vie a un sens, est-ce qu'ils se sont sentis plutôt anxieux au cours de la journée précédente, est-ce qu'ils se sont sentis bien. Donc de mesurer vraiment le subjectif. Et puis au-delà de ça, donc d'autres pays ont pris des dispositions. Et puis justement, le France Stratégie, auprès du Premier ministre, a décidé d'essayer de mettre en place des indicateurs pour compléter le PIB, pas le remplacer. On ne peut pas remplacer le PIB. Le PIB mesure quand même la valeur des richesses consommées au cours d'une année par les citoyens, donc la valeur sociale que les gens, qu'on a ajoutée dans le monde. Mais le PIB ne mesure pas tout, donc il faut le compléter avec d'autres indicateurs, et notamment ce que préconisait le rapport Stiglitz, c'est-à-dire des indicateurs de stock, c'est-à-dire de ce dont on dispose pour assurer non seulement la consommation une année, mais toutes les autres années à venir pour les générations présentes et futures. Mais alors, donc les stocks de capital physique, naturel, humain, etc. comment est-ce qu'on fait pour mesurer ce bonheur qui finalement reste impalpable? Est-ce qu'il y a des données tangibles sur lesquelles s'appuyer? Les données sont tangibles et le bonheur est intangible. Mais les données, c'est simplement des données possibles. Il y a plusieurs types de données, mais celles que j'utilise, par exemple, c'est vraiment le déclaratif. C'est ce que les gens disent sur leur propre vie. C'est donc la manière dont ils ressentent, dont ils se représentent et dont ils déclarent qu'ils sont heureux ou pas, satisfaits de leur vie ou pas, en se donnant une note sur une échelle qu'on leur propose, une échelle graduée, et ils disent, moi, sur une échelle de 0 à 5, en ce moment, je suis à 7. Alors, ils font eux-mêmes leur cuisine, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que chacun ressent les choses d'une certaine manière et donne sa note, et nous, après, on peut analyser, avec les dizaines de milliers d'individus qui répondent aux enquêtes, on peut analyser quelle est la structure du bonheur ressenti par les gens. Est-ce qu'il y a des grandes différences selon les pays dans cette perception du bonheur, puisque vous appuyez sur des données déclaratives? Il y a des grandes différences, pas forcément dans la structure, c'est-à-dire dans ce qui rend les gens heureux, mais il y a des différences dans la manière dont les gens transforment leurs conditions de vie en niveau de bonheur. Il y a vraiment des groupes de pays qui sont très heureux, même au-delà de ce que prédiraient leurs conditions matérielles. Par exemple, les pays d'Amérique latine, ils sont vraiment au-dessus de la norme, étant donné leurs revenus par tête, ils sont vraiment très heureux. Les pays anciennement socialistes, Russie et autres pays de l'Est, ils sont vraiment en dessous. Et la France, au sein des pays européens, est elle aussi en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc c'est un petit peu déconnecté du niveau de croissance finalement. Là, il y a quelque chose de culturel. Alors après, d'où ça vient? Nous, on appelle culturel ce qui persiste au-delà de la cause qu'il a peut-être créée à un moment donné. Donc ça a peut-être été pour des raisons économiques à un moment donné. Peut-être que la France croît moins vite que ses voisins européens. Peut-être que la France n'a jamais réussi à résorber le chômage depuis qu'il a commencé à augmenter dans les années 70. Mais au bout d'un moment, ça rentre dans les mentalités et ça devient, en quelque sorte, un élément de la mentalité. Ça devient culturel. Alors, les premières tentatives pour tenter de mesurer ce bonheur, elles remontent déjà au début des années 70. Comment est-ce que ce bonheur il a évolué depuis? Vous expliquez dans vos travaux, c'est assez intéressant, qu'on constate quand même une réduction des inégalités face au bonheur. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert encore avec surprise. C'est que dans les pays qui ont connu des phases de croissance continue et forte, enfin et positive,
les inégalités de bonheur se réduisent. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui se déclarent très malheureux en bas de l'échelle, et il y a aussi moins de gens qui se déclarent tout en haut de l'échelle. Et en fait, il y a une sorte d'homogénéisation, d'harmonisation du bonheur ressenti par les gens dans les pays qui connaissent de la croissance. Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que la croissance moderne s'est accompagnée du développement de toute une sphère de biens publics, pas seulement les infrastructures, de transport, d'éducation, etc., la protection sociale, mais aussi des biens publics immatériels, comme les droits civils, les libertés fondamentales, l'égalité homme-femme, etc. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde consomme de la même manière, ou peut consommer de la même manière. Donc la partie commune, la partie publique de la consommation s'étend. Et donc ça fait que ça harmonise le bonheur ressenti par les gens. L'autre raison, c'est aussi que, évidemment, l'argent, la richesse, c'est une sorte d'amortisseur des chocs. Et des chocs, il y en a sans arrêt. Donc, quand on est en croissance, les chocs économiques qui touchent les uns ou les autres peuvent être compensés par le fait que la croissance, c'est l'augmentation de la taille du gâteau. Donc, on peut faire en sorte que personne qu'il n'y ait pas de perdants, de compenser les perdants. Quand il n'y a plus de croissance, c'est plus dur de compenser les perdants. Pour conclure, Claudia Sénic, le bonheur, est-ce qu'il peut croître indéfiniment, comme la croissance, vous venez de le dire, c'est l'accroissement de la taille du gâteau? Honnêtement, on ne peut pas vraiment répondre à cette question pour l'instant en l'état des données. En revanche, on ne peut pas dire que la recherche a permis de répondre par la négative. On ne peut pas dire que le bonheur ne peut pas augmenter indéfiniment, tout simplement parce que ce bonheur, pour l'instant, avec ces données-là, on le mesure sur une échelle bornée. Donc on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas sortir de l'échelle. Si j'étais à 10 l'an dernier et que je suis encore plus heureuse, je ne peux pas dire que je suis à 11. Donc, de toute façon, on n'a pas les moyens de mesurer une augmentation infinie. Ensuite, c'est savoir si l'être humain est capable d'être de plus en plus heureux indéfiniment. Pour l'instant, ça reste une question indécidable philosophique. Eh bien, Claudia Sénic, merci d'être venue nous éclairer sur ces questions. Je rappelle votre participation à la table ronde du Printemps de l'économie. Quel lien entre richesse et qualité de vie? Merci. C'est moi qui vous remercie.